Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette séance d'échange avec le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Rumbédié, pour un décryptage de l'actualité de la semaine. Wilfried Léon Rumbédié, bonjour. Bonjour, monsieur. Pour cet exercice, j'ai le plaisir de co-animer ce plateau avec mon collègue de l'ORTB, Ricardo Pécou. Ricardo Pécou, bonjour. Bonjour, François-Xavier Noumon, Wilfried Léon Rumbédié, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir pour évoquer, comme François-Xavier Noumon l'a dit, les grands sujets d'actualité. Parlons, pourquoi pas, en début de cette émission de politique, avec en ce moment même la Cour constitutionnelle qui traite donc, qui vide les derniers recours suite à l'élection législative du 8 janvier dernier. Dites-nous, monsieur Wilfried Léon Rumbédié, comment appréciez-vous dans l'ensemble le traitement qui est fait de ces recours et le processus dans sa globalité? Je vous remercie. Je n'aurai pas de sentiment personnel relativement au travail de la Cour constitutionnelle. J'observe comme nos concitoyens qu'à l'occasion de ces législatives, les institutions de la République ont fonctionné. Chacune d'entre elles aura accompli sa partition dans le but de faire en sorte que le processus se déroule bien, que les résultats soient proclamés, connus et acceptés de tous parce que conformes à la réalité. C'est de droit, lorsqu'il y a un conflit présumé, un différend présumé, que l'une ou l'autre des parties peut s'autoriser à saisir les instances habilitées à en connaître. Et en l'espèce, le fait pour certains partis, certains candidats, de saisir la Cour constitutionnelle au fin de lui soumettre ce qui, à leurs yeux, apparaît comme indifférent ou une maldonne, me semble aller dans le sens de l'édification d'un système démocratique de plus en plus performant, assorti d'un système juridictionnel tout aussi performant. Donc, il n'y avait rien d'extraordinaire à cela. Ce qu'il est important de noter, c'est que la Cour, dans les délais prescrits, aura rempli sa mission et que les décisions rendues l'auront été à la satisfaction globale de l'ensemble de nos concitoyens. Même si j'ai pu noter une réaction mitigée ou je dirais de désapprobation d'un plaignant, il devrait cependant savoir que la Cour constitutionnelle, lors des élections législatives et de l'élection présidentielle, a la faculté que lui confèrent les tests de la République de déployer ses propres observateurs sur le terrain, de statuer sur la base des constats qu'elle aurait pu elle-même faire, et c'est ce qu'il s'est passé. Donc j'ai le sentiment que globalement, ce processus il s'achève bien et que cela conforte notre système démocratique. Cela devrait également conforter les acteurs politiques, qu'ils sachent que dans une république, dans une démocratie, les conflits électoraux, les conflits politiques même, je dirais, doivent pouvoir être soumis aux institutions habilitées et être tranchés par celles-ci. Voilà. Et par rapport à tout ce processus, vous en parlez à juste titre, quel enseignement, en tout cas au niveau du gouvernement, quel enseignement le gouvernement en tire pour la suite? L'enseignement majeur de mon point de vue et de celui du gouvernement, c'est que notre pays, notre peuple également, sont capables de faire des réformes qui fassent progresser collectivement le pays. Je parle de réformes parce que ces élections-ci se sont déroulées à l'aune des réformes politiques engagées par le gouvernement et qui, au départ, ont eu l'effet contraire recherché, c'est-à-dire une désapprobation d'une partie de la classe politique, un boycott même de ce qu'il s'en est suivi comme scrutin, et puis, plus grave, les violences que nous avons connues. Il se fait là que ces mêmes réformes ont gouverné les présentes législatives. Et cela aboutit à une meilleure structuration du paysage politique dans notre pays parce que vous avez, et c'est inédit, à l'Assemblée nationale, à partir du 12 février prochain, nous aurons 3 partis représentés à l'Assemblée nationale. Et je vais rappeler ici que l'Assemblée nationale en place entre 2015 et 2019, c'était une quarantaine de partis politiques représentés seuls ou en alliances politiques diverses. Ce qui, en pratique, n'a jamais favorisé, et vous en conviendrez, vous qui êtes les observateurs de la vie politique nationale, ce qui, en pratique, disais-je, n'a jamais favorisé une action politique cohérente,
parce que vous avez une assemblée à géométrie éternellement variable, où le chantage et autres vices avaient cours, ce qui ne favorisait pas pour un chef d'État élu, pour un gouvernement, une action politique homogène, cohérente. Désormais, dans notre pays, il sera possible de dire qu'à l'Assemblée nationale, l'on a une majorité qui, du début d'une législature à sa fin, tient globalement, que vous avez une minorité qui fait son travail de minorité, et c'est comme ça que les démocraties majeures se mettent en place, et je crois que nous sommes en chemin. Donc le principal enseignement, c'est de dire que c'était donc possible dans notre pays aussi, de faire de telles réformes qui aboutissent à une meilleure structuration du paysage et de la vie politique. C'était donc possible. Ensuite, c'est de se satisfaire de ce que les forces qui soutiennent l'action du gouvernement s'en soient sorties avec une majorité confortable, ce qui permet au chef de l'État et à son gouvernement de continuer la mise en œuvre de leur programme d'action. Et ça n'est pas rien au regard du contexte qui a prévalu pour ces élections, où l'on a pu professer, avant même sa tenue, que ce devait être considéré comme un référendum anti-talon, précisément, histoire de le désavouer, de désavouer les réformes qu'il a engagées et qui font, on peut s'en convaincre, tant de bien à notre pays désormais, à bien des égards. Donc, à l'arrivée que dans ce contexte-là, les forces qui le soutiennent s'en sortent avec une majorité aussi probante, cela s'assimile, avais-je dit quelque part, à une ratification populaire de l'action du président de la République et de son gouvernement. Et je pense que c'est un encouragement que le peuple, dans sa globalité, et les électeurs en particulier, lui envoient, lui demandant ainsi de bien vouloir continuer la mise en œuvre cohérente de son action, qui transforme notre pays au plan politique, au plan administratif, au plan économique. Et je crois que nous sommes vraiment dans la bonne direction. Et cela convient à notre pays aujourd'hui d'aller dans ce sens-là. Une majorité, dites-vous, monsieur le porte-parole du gouvernement, mais l'exécutif est quand même prêt à collaborer avec le parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Bien entendu, mais ce sont nos concitoyens aussi, et même nos amis, nos frères, puisque nous les connaissons tous. Donc, tant qu'il s'agit de la République, le chef de l'État en premier ne s'exonère pas de la possibilité de discuter avec ses concitoyens. Donc, si demain nous avons une action majeure qui nécessite que des discussions se mènent avec la minorité pour la convaincre de cela, c'est avec, croyez-moi, beaucoup de sens républicain que le président de la République se soumettrait à cet exercice. Donc, il n'y aura pas d'exclusion? À mon avis, non. L'Assemblée nationale, c'est une scène où les deux forces en présence, la majorité et la minorité, peuvent cohabiter normalement, peuvent parfois se donner la main lorsque les circonstances l'exigent. Et je peux vous assurer qu'en tout cas, du point de vue du gouvernement et de son chef, il n'y a aucun motif à exclure qui que ce soit du débat républicain et que toutes les contributions objectives seront forcément regardées avec attention par le gouvernement et son chef. Et pour le moment, selon nos informations, la présidence se discute dans les deux états-majors. Je veux parler du bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau. Moi, je ne suis pas dans les secrets de l'Assemblée nationale ou de l'hémicycle, pas plus que dans celui des deux partis politiques, même des trois, parce qu'il n'est pas exclu que la minorité aussi ait son candidat au choix et espère rallier sur sa tête des voix provenant des partis qui soutiennent le pouvoir, même si c'est une hypothèse d'école, et que la structuration de la vie politique que nous mettons en place aujourd'hui permet de ne pas envisager cette hypothèse, mais ça fait partie de façon classique des hypothèses d'école. Peut-être avez-vous quelques indices sur les préférences du chef de la majorité? Le chef de la majorité, oui. Mais il a 109 béninoises et béninois au Parlement. Il considère que les 109 remplissent les conditions prévues par les tests pour être député et que si pour être président de l'Assemblée ou membre du bureau de l'Assemblée, il y a des conditions particulières pour y accéder, ceux d'entre les 109 qui les rempliraient pourraient être tous qualifiés pour y arriver. Toujours rayon de ces législatives du 8 janvier 2023, il y a eu cette semaine ce communiqué de félicitations de la plupart des chancelleries étrangères accréditées dans notre pays. Quelle appréciation avez-vous eue de ce communiqué-là? C'est un bon point pour notre pays. Je note qu'à aucun moment ce communiqué ne parle de fraude ou d'irrégularité manifeste.
Je le dis parce que ces chancelleries avaient aussi des représentants, des observateurs sur le terrain et ont pu suivre le processus de bout en bout. Lorsque certains de nos concitoyens ont embouché la trompette de fraude massive qui aurait privé tel ou tel parti d'une majorité qu'il n'a pas acquise dans les urnes, mais qu'il revendiquait sur les réseaux sociaux, s'il y avait matière à contestation ou à préoccupation sérieuse de la part des chancelleries, vous auriez sans doute observé que cela aurait été relevé. Or, il n'en est rien, bien au contraire, vous l'avez souligné vous-même, ces chancelleries nous félicitent pour le processus que nous avons mené. Et je crois que c'est un bon point pour notre pays de savoir que là également, c'est un niveau, je dirais, de ratification ou d'approbation des réformes qui ont été engagées et qui commencent vraiment à produire les effets structurels, ce dont, me semble-t-il, y compris ceux qui s'en plaignaient hier, ceux qui les désapprouvaient hier, devraient maintenant se féliciter. Le gouvernement est satisfait. Le gouvernement, comme le peuple béninois, devrait se satisfaire de ces bonnes appréciations, surtout qu'elles viennent d'observateurs étrangers. Ça aurait été, par exemple, des acteurs béninois, de la société civile ou de quelques organisations que les suspicions pourraient naître en disant « bon, eux, ils sont catalogués pour ou anti-pouvoir, ils ne peuvent qu'aller dans ce sens ». Or, le code diplomatique intervient là un peu comme un médiateur ou un arbitre. Et il constate, je dois dire même impartial, il constate la bonne tenue des élections, il constate leur régularité, il ne note pas d'activités frauduleuses ou d'irrégularités majeures qui pourraient entacher la crédibilité du scrutin. C'est un autre actif à nous tous, celui du gouvernement, celui de la Sénat, celui de la Cour constitutionnelle, celui de tous les partis politiques qui ont pris part à la compétition et surtout à l'actif du peuple béninois. Monsieur Wilfried Léon Ngbeji, si vous le voulez bien, nous allons aborder à présent les décisions issues du dernier Conseil des ministres, celui du mercredi 25 janvier 2023. Et l'une des décisions prises au cours donc de cette rencontre est la mise en place de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur et à l'adoption notamment du décret régissant ses attributions, son organisation et son fonctionnement. Cette délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur servira à quoi? Bien, comme son nom l'indique, il servira surtout à promouvoir les bonnes pratiques dans le milieu de l'enseignement supérieur, en veillant au respect de l'éthique, en veillant à ce que la déontologie qui gouverne le secteur soit observée par tous les acteurs. Vous devez vous souvenir que c'est l'une des décisions majeures prises à l'occasion de la réforme du secteur de l'enseignement supérieur engagée par le président de la République, et cet organe, il était attendu. L'ancrage institutionnel a donc été trouvé pour le rattacher au Conseil national de l'éducation, lui-même rattaché à la présidence de la République. Donc, indirectement, c'est un organe qui est bien rattaché à la présidence de la République. Donc, c'est un bras opérationnel du CNE. Ce sera un bras opérationnel du CNE, justement, parce que jusqu'ici, on peut observer que le CNE a été très actif au niveau du secondaire et du primaire et maternel. Et là, maintenant, il est temps, sa sphère d'intervention au niveau du supérieur, notamment en ce qui concerne donc l'éthique et la déontologie. On sait que dans nos universités, publiques comme privées, il y a probablement encore des pratiques non recommandables dans les rapports entre les enseignants et les apprenants, dans la façon pour les enseignants de dispenser leurs cours, de corriger les copies. Il y a matière à amélioration possible. Et tant que vous n'avez pas cet organe qui va jouer le rôle de gendarme pour rappeler les uns et les autres à l'ordre, pour sanctionner lorsque de besoin, il pourrait être laissé place toujours à la persistance de ces déviances. Et donc aujourd'hui, cet organe, il apparaît comme la solution pour que l'éthique, la déontologie soient davantage observées et promues dans l'enseignement supérieur, aussi bien dans les écoles et universités publiques que dans les établissements privés d'enseignement supérieur. C'est un outil d'assainissement. Sans aucun doute. À l'avenir, j'ai la conviction que l'œuvre de cet organe aidant, les cas de harcèlement sexuel, les cas d'absentéisme notoire
les cas de méchanceté gratuite à l'encontre d'un apprenant qui n'aurait pas accompli telle ou telle volonté d'un enseignant et qui, pour ce fait, se verrait sanctionné par des notes minables qu'il ne mériterait pas. J'ai le sentiment que tout cela, dans quelque temps, sera derrière nous grâce à l'activité de cet organe pour lequel le président de la République a voulu des personnalités dévouées qui ont une certaine expérience professionnelle. Justement, j'allais vous demander, qu'est-ce qui a motivé le choix Bien sûr, des gens qui ont l'expérience et qui aujourd'hui manifestent la disponibilité nécessaire pour se consacrer à cette mission. C'est des gens qui ne vont plus enseigner, par exemple. Ah, d'accord. Ah oui, c'est des gens qui ne vont plus enseigner parce que ce serait un peu même comme être jugé parti. Donc, ils sont entièrement, désormais, à la disposition de cet organe pour mener leur travail. Ils peuvent agir sur instruction du président de la République, qui peut les saisir, du CNE, du ministre en charge de l'enseignement supérieur, qui peut leur signaler des cas ou les mettre sur des pistes. Ils peuvent également, d'initiative, aller sur le terrain pour y travailler. Voilà, en parlant de ces personnalités, pour ne pas faire de fixation sur les profils qui ont été choisis, vous parlez de l'exclusivité de cette tâche, mais on a constaté quand même qu'il y a en griffe quelques cumulards dans la liste. Est-ce que vous pensez qu'avec les nombreuses attributions, je ne veux pas les citer nommément, avec leurs nombreuses attributions, ils peuvent quand même arriver disons, à se consacrer entièrement, comme vous venez de le dire, à cette noble mission? C'est quand même une lourde mission. Sur les 7, vous n'avez que 2 dont la présence au sein de l'organe est assortie du cumul avec les fonctions administratives actuelles qu'ils occupent, ces 2-là. Mais ce ne sont pas des fonctions qui les mettent en position d'enseignant. Non. Ce n'est pas des positions qui les mettent en position d'enseignant. Voilà. En parlant des attributions de cet organe, vous avez quelque peu vidé la question tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un risque on va dire, de millefeuille administratif? Parce que vous parlez d'absentéisme des professeurs tout à l'heure. Dans cette semaine, le recteur de l'université d'Aboumé Calavi a sorti une note afférente à cette question exactement. Alors, comment ça va se faire? Est-ce que cette délégation peut s'auto-saisir de tout ce qu'il y a comme dossier? Est-ce que l'université a l'obligation de lui reverser les cas qui pourraient relever de ces attributions? Comment ça va se faire exactement? Est-ce que cette délégation a autorité directement sur ces dossiers-là, dans cette architecture générale du Conseil national de l'éducation? Comment ces attributions se mettent en branle pour que les institutions ne se marchent pas sur les pieds? Bien, je crois que les signalements pourraient venir de plusieurs sources. Les étudiants peuvent se plaindre, par exemple, à cette délégation. Un recteur d'université peut la saisir d'une situation qui ne lui convient pas du fait des pratiques non recommandables. Lorsque des enseignants se font, par exemple, absentéisme notoire, ne dispensent pas les cours comme cela convient, l'autorité administrative, donc le rectorat, peut saisir la délégation. Des cas peuvent être soumis au président de la République sur dénonciation des acteurs de l'université, publique ou privée, sur dénonciation des étudiants ou de diverses organisations. Le président de la République, en personne, ne peut pas aller sur le terrain pour s'en occuper. Il va saisir cette délégation. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur peut être à son tour saisi et qui va rétrocéder cette saisine à la délégation pour lui demander de s'intéresser à la question. Comme elle peut elle-même, d'initiative, aller sur le terrain, aller dans les écoles, dans les universités pour regarder la pratique, discuter avec les acteurs, mais aussi s'intéresser au cas de manquement, quelle que soit la nature du manquement. Tant que cela est en lien avec l'éthique et la déontologie, l'organe est compétent pour s'en saisir ou en être saisi, puis s'en occuper. Donc il n'y a pas de risque que ces différentes institutions puissent se marcher sur les pieds? Je ne crois pas. Ce serait plutôt dans une démarche complémentaire qu'il faut les voir. Cet organe ne se substituera pas au rectorat, par exemple, ou au décanat, quelque part, non, mais sera, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, un bras opérationnel pour chacun de ces autres organes dans le sens de la promotion et du respect de l'éthique et de la déontologie. Donc il y a des raisons d'espérer désormais?
J'en suis convaincu et les temps à venir nous permettront de nous en convaincre davantage, toutes choses destinées à permettre que l'enseignement supérieur dans notre pays, qu'il s'agisse du public ou du privé, soit de meilleure qualité, que les apprenants soient à leur aise lorsqu'ils vont dans les écoles et universités publiques ou privées et que ceux qui hier pouvaient subir les affres des enseignants ou d'autres cadres de l'administration, qu'il s'agisse des déviances à caractère sexiste dont je parlais, toutes ces personnes se disent désormais, nous pouvons y aller sereinement, et puis si nous sommes d'aventure l'objet de pratiques non recommandables, il y a un organe pour nous écouter et se pencher sur la question. Nous allons, si vous le voulez bien, François-Xavier Noumon, aborder une autre question, une autre décision issue donc du récent Conseil des ministres, celui du mercredi 25 janvier 2023. Il y a donc la création de cette société des aménagements agricoles, une société qui voit le jour. Pour quel objectif, M. Wilfried Léon-Ngoumbedji? Parce que déjà, vous devez observer avec nous que l'agriculture béninoise prend une nouvelle dimension depuis 2016, avec des performances de plus en plus remarquables au niveau de toutes les spéculations, qu'il s'agisse des produits de rente comme de produits de consommation, le vivrier. Comment conforter cette dynamique? Comment faire en sorte que dans un pays à géographie réduite, donc à petit territoire, où on ne peut pas faire de l'agriculture extensive durablement, nous puissions quand même avoir un niveau de production qui satisfasse les attentes, aussi bien pour la consommation nationale que pour la transformation et l'exportation. Comment faire? Cela nécessite des aménagements structurants et beaucoup d'investissements. Donc c'est un palier supplémentaire que le gouvernement décide de faire franchir à notre agriculture dans la perspective de maintenir à tout le moins ou de densifier ces performances qui ont commencé à se manifester de façon de plus en plus probante. C'est l'objectif. Mais vous avez dû noter que dans ce Conseil des ministres-là, il y a deux décisions corrélées sur la question de l'agriculture. Qu'il s'agisse de celle-là, ou qu'il s'agisse de la mise en place ou de la prise de participation de l'État au capital de la société de développement et d'agrégation des productions agricoles, nous avons fait recours à un partenaire privé. Parce que c'est beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup d'argent qu'il faut. Aussi bien pour faire ces aménagements agricoles ou hydro-agricoles, pour développer les grandes cultures, des cultures d'envergure, c'est beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, la structuration pour toujours plus de performances, nous avons été chercher un partenaire privé qui en a l'expérience, qui va être au capital à côté de l'État. Et quand on est attentif, on verra que d'une société à l'autre, nous sommes à 70% au capital pour la société des aménagements agricoles et nous sommes à 30% au capital de l'autre côté. Donc, la part du capital est inversée en fonction de ce qu'il y a à faire. Oui, justement, pourquoi cette structuration? Parce que ça frappe, là pour la société d'aménagement, on parle de 1000 milliards d'investissements. L'État est actionnaire à 70%. Et l'opérateur privé à 30%, on aurait pu penser que ce serait le contraire. Les 1016 milliards d'investissements ne concernent pas forcément la société des aménagements agricoles. Ça, c'est prévu au PAG 2021-2026 comme la part des investissements devant revenir au secteur agricole. Les aménagements qui vont être faits ne seront que pour le soutien à ces investissements afin d'en garantir l'efficacité, les retombées et aussi la pérennité. Il va sans dire que les 1016 milliards sont indicatifs de ce que le gouvernement entend mettre dans le secteur sur la durée. Mais il faut ajouter maintenant les investissements qui vont être faits pour la mise en place des structures qui portent le développement de l'agriculture. Et c'est pour ça que dans un cas, il y a plus du régalien que d'investissements massifs. Donc nous avons fait un choix optimal pour nous présenter au capital, soit avec 30%, soit avec 70%. Là où nous sommes à 30%, les investissements sont encore plus attendus
de la part de l'opérateur. Voilà ce qui justifie cette stratégie. Mais 70%, c'est énorme, M. Wilfried Onguedji. Dans un capital? Dans un capital? Pas forcément. Si on le lit a priori, oui, on dira que c'est énorme. Mais tout dépend des investissements que vous voulez mettre en place. Tout dépend d'où proviennent les ressources que vous allez injecter. Et puis, vous avez aussi besoin, en tant qu'État, de donner une certaine assurance, une certaine garantie aux partenaires avec qui vous contractez pour qu'ils sachent que les investissements qu'il va engager sont portés par vous-même et que votre présence ou la latitude que vous lui donnez d'être présent au capital à une certaine hauteur sont autant de gages de ce que vous voulez vraiment sa présence avec vous, vous êtes un État sérieux et que vous allez vous investir à la réussite de l'initiative. Mais de façon concrète, qu'est-ce que cette société d'aménagement va changer? Nous avons dit que la perspective, c'est d'améliorer les performances de notre agriculture parce qu'il va falloir faire sur le terrain des aménagements agricoles, des aménagements hydro-agricoles, développer des cultures d'envergure. Et si nous voulons faire de l'agriculture intensive, cela nécessite des moyens. Bien sûr, nous avons commencé à mécaniser notre agriculture en mettant en place des équipements au soutien de nos producteurs de plus en plus, mais il va falloir passer à une dimension supérieure. Les ressources nécessaires pour le faire, si nous en disposons aujourd'hui, les consacrer entièrement à ce secteur pourrait nous priver de ressources substantielles qui iraient à d'autres secteurs pour soutenir la dynamique de développement global que nous avons enclenchée dans notre pays. Donc, c'est une réflexion stratégique, mais tout aussi objective que le gouvernement a menée pour se dire, je peux limiter dans l'immédiat mon apport à tel secteur à telle proportion. Pendant ce temps, les ressources disponibles, je peux les injecter dans d'autres secteurs qui en ont également besoin pour que la dynamique globale se maintienne. C'est ce qui est envisagé. Et maintenant, pour revenir à la société d'agrégation, de développement et d'agrégation des productions agricoles, nous avons mis ici d'abord l'accent sur la production de riz. Regardez les chiffres. En 2015, nous étions à 204 000 tonnes à peu près de production de riz dans notre pays, riz paddy notamment, c'est-à-dire le riz non décortiqué. Aujourd'hui, nous sommes à au moins 519 000, disons 520 000 tonnes, 520 000 tonnes de riz paddy. Nous avons 2 usines au pays, à Malawi, installé 430 000 tonnes. Quand vous ajoutez les unités artisanales de transformation, c'est autour de 100 000 tonnes de capacité, donc 530 000 tonnes. Ce qui fait que globalement, la production de riz paddy aujourd'hui au Bénin s'équilibre avec les capacités installées de transformation. Mais dans la réalité, vous observerez que 65% au moins de cette production de paddy sort frauduleusement de notre pays par les pistes, par les voies détournées. Les pays voisins s'organisent pour mettre une telle pression sur la production dans la Liborie qu'à l'arrivée, il n'y a presque plus rien pour le marché national. Or, si vous voulez que les unités de transformation qui sont en place fonctionnent, parce qu'elles emploient des béninois, parce qu'elles contribuent à une plus-value au profit de notre économie, il faut qu'elles aient les matières premières disponibles en quantité et en qualité. Donc nous avions un tel besoin de structuration de ce secteur, d'autant plus par ailleurs que nos ambitions, c'est d'atteindre 1 million de tonnes de riz paddy d'ici à 2025. Si nous atteignons 1 million de tonnes et que l'essentiel sort par des voies détournées, que reste-t-il pour les usines installées chez nous? On risque de desservir l'économie nationale. Il faut donc faire en sorte que, au plan national, les industries qui sont là tournent. Et ceci, davantage parce que, regardez les 2 industries qui sont là aujourd'hui. Si elles n'ont pas pour produire le riz consommable, ou si elles l'ont à des prix prohibitifs, le résultat, c'est que le produit final, sur le marché, coûtera extrêmement plus cher que ce qui vient de l'étranger. Si vous sortez 65% de votre production, alors que les 35% qui restent ne couvrent pas les besoins des unités de transformation installées, il y aura un déficit sur
le produit mis sur le marché. Or, pendant ce temps, ce qui vient de l'extérieur arrive à un prix tellement compétitif qu'il faut garantir à ces usines leur approvisionnement en qualité et en quantité et au prix optimal afin que la transformation n'obère pas la disponibilité du produit ni son prix sur le marché. Donc, nous avons cette perspective. Et puis, nos compatriotes qui produisent le riz et qui le vendent à l'étranger, parfois, se retrouvent dans des situations où ils peuvent le vendre, mais vraiment à perte. Parce que le paddy leur reste sur les bras, ou l'étranger qui vient peut jouer sur la spéculation ou de ruse, et parfois, quand bien même ils trouvent leur compte, mais il leur arrive aussi de le brader dans certaines circonstances. L'avènement de cette société va faire que un minimum de revenus sera garanti aux producteurs, parce que les conditions d'assainissement du secteur seront remplies. Exactement comme nous avons aujourd'hui, s'il y a une filière qui est très bien organisée chez nous, c'est la filière coton. Et aussi bien les producteurs, tous les acteurs, les producteurs, les égreneurs, les transporteurs s'en félicitent et en tirent des dividendes. Nous rêvons que les agriculteurs dans d'autres secteurs, à commencer par le riz, demain aussi, puissent vivre d'une filière suffisamment bâtie qui leur procure du revenu à la hauteur des investissements ou des efforts qu'ils font. Et c'est pour ça aussi que c'est une belle perspective pour les producteurs de riz que cette société advienne. Justement, parce que les producteurs aujourd'hui ont besoin d'être rassurés comment l'État véritablement va sauvegarder leurs intérêts. C'est ce qui justifie la présence de l'État au capital. Monsieur Pékou, vous voyez, tout à l'heure, vous vous préoccupiez de pourquoi on est là et à 30%. Être là, c'est un signal que l'État leur donne pour dire, oui, nous mettons en place cette société avec un partenaire privé, mais je suis moi-même là pour voir et organiser avec ce partenaire afin que vos intérêts soient sauvegardés. Ici, c'est tripartite, hein. Les intérêts des producteurs, les intérêts des transformateurs, mais aussi les intérêts de l'État. Le tout sous la vigilance du gouvernement qui fera en sorte que la présence de l'État signe une marque de confiance que les producteurs doivent avoir en cette société qui va désormais donc veiller à structurer autrement la filière, l'organiser, que le circuit entre la production primaire et la transformation, tout cela soit bien balisé et que chaque acteur trouve son compte. C'est ainsi que nous allons encourager d'autres filières par la suite à s'inspirer de cela ou à même demander que cette société étende son action jusqu'à elle. Voilà. C'est donc un nouveau pas dans l'agro-industrie. Oui, voilà. Toujours en parlant d'agriculture, disons le pilier principal de ce changement structurel qui a cours depuis quelques années, c'est l'installation et la création des lycées techniques agricoles. Où en sommes-nous exactement? Les lycées techniques agricoles qui ont vocation à former de futurs acteurs agricoles, je dirais de type nouveau, pour que notre agriculture qui se modernise puisse maintenir cette dynamique sur la durée et enrichisse de plus en plus ses acteurs. Nous avons effectivement mis en branle au PAG le programme de construction de réhabilitation des lycées techniques agricoles, avec la perspective que, à l'horizon 2025, ces lycées techniques agricoles pourront faire leur première entrée. Nous sommes avancés parce que les préalables s'accomplissent pour que les travaux physiques puissent démarrer incessamment. Mais dans cette perspective, nous avons noté, par exemple, qu'il y avait encore 5 communes qui éprouvaient des difficultés à mettre à la disposition du gouvernement les espaces requis, parce qu'il faut bien savoir qu'il ne s'agit pas de trouver 20, 50 ou 100 hectares. C'est un programme qui ambitionne de s'établir sur 1 millier d'hectares, par exemple. Parce qu'en dehors du site même de l'école, il y a les unités de production qui seront mises en place pour la pratique et par les apprenants. Parce que demain, avec la mécanisation, il faut bien que vous disposiez d'espace pour éprouver les équipements. Donc, 5 communes ont des difficultés encore à mettre à la disposition du gouvernement les terres. Et je peux vous dire que c'est là d'ailleurs où je trouve votre question intéressante. Le président de la République, informé de cela, a tenu il y a quelques jours
une séance de travail avec ces 5 communes, avec l'Agence nationale du foncier, mais aussi avec l'ADET, l'Agence de développement de l'enseignement technique, pour faire le point, situer les difficultés et identifier les approches de solutions. Et à l'issue de cette réunion, il a envoyé une mission de l'ANDF notamment sur le terrain, afin d'aller assister ces communes pour apprécier l'existant ou les endroits où elles ont pu identifier les terres, voir quels sont les problèmes pratiques qui se posent, comment les surmonter afin que dans les prochains jours, nous ayons une vue définitive sur la situation. Et le sujet lui tient tellement à cœur que dans une semaine à peu près, il entend réunir les mêmes maires dans une séance pour voir qu'est-ce qui a été retenu, là où les terres ont pu être trouvées finalement, quelles sont les difficultés, ont-elles été levées, et là où il n'y en a pas, où on n'a pas pu en trouver, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'il faut envoyer le projet dans une autre commune ou pas? Mais l'échéance de 2025, on pourra tenir? Nous y travaillons. Nous y travaillons. Pour le paraphraser, les communes qui sont prêtes, est-ce qu'il y a déjà du tangible? Les prochains jours vous permettront de voir avec les décisions qui seront prises au niveau du gouvernement que le dossier il avance normalement. Alors, M. Wilfried Léon Ngoumbedji, au Conseil des ministres, il y a eu également l'autorisation de signature de l'accord consacrant la mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2005 de la Cour internationale de justice relatif donc à l'affaire du différend frontalier entre le Bénin et le Niger. Alors, qu'est-ce qu'on peut y comprendre véritablement? Mais déjà, M. Pékou, on peut rappeler que c'est une affaire qui nous a conduit effectivement devant la justice internationale, notamment la CIJ, dont l'arrêt est intervenu, comme vous l'avez indiqué, en 2005. À partir de la reddition de l'arrêt, il y a des actes qu'il faut accomplir. Mais on peut rappeler pour nos concitoyens qui n'avaient pas suivi cette actualité ou qui n'en connaissent pas l'économie, on peut rappeler qu'à l'origine du différend, il y avait l'île de l'Été, qui couvre une superficie de moins de 40 km². C'était l'objet principal du différend parce que le Bénin et le Niger revendiquaient la souveraineté sur cette île de l'Été. Au bout du contentieux, la Cour internationale de justice a attribué à la République du Niger la souveraineté sur l'île de l'Été. On peut penser que nous avions perdu. Bien sûr. Symboliquement, sans doute. Mais à la vérité, à l'arrivée, le Bénin gagne 9 autres îles qui en tout font une superficie cumulée de 1100 km² pratiquement. Donc nous étions partis revendiquer l'île de l'Été, un peu moins d'une quarantaine de km² et nous en obtenons 1100 en compensation, je dirais. Donc le gain à l'arrivée est plus important que la perte. Mais même si cette perte a une portée symbolique pour nous, parce que c'était l'objet de la discorde, nous aurions bien voulu l'emporter et par la même occasion emporter les 9 autres. Nous ne l'avons pas eu, mais nous avons les 9 autres qui nous donnent en plus 1100 km². À partir de là, c'est un fait. Mais il faut maintenant implémenter cette décision. La Cour internationale de justice ne met pas des experts à disposition pour venir tracer les frontières avec vous. Ça relève d'une autre responsabilité. Et les deux États se sont pour travailler sur la question. C'est pointu. Ça a duré de 2008 à 2022. De 2008 à 2022. Pour s'accorder enfin sur le projet d'accord. Mais comme nous sommes une démocratie qui grandit, ce qu'il est prévu chez nous, c'est que pour ratifier cet accord, il faut que le président de la République obtienne l'autorisation de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que le Conseil des ministres requiert cette autorisation qui permettra au gouvernement et en particulier au chef de l'État de ratifier cet accord, ce qui permettrait que, en droit, les 9 îles qui nous sont rétrocédées intègrent effectivement notre territoire et affectent sans doute quelque peu le tracé de notre carte
du Bénin. Voilà. L'autre question importante et afférente à cette réalité-là, la matérialisation ou du moins l'intégration de ces 1100 km², c'est intégrer les populations qui y sont. C'est peut-être le défi le plus important au-delà de la démarcation de la frontière. Comment ça va se passer très très concrètement? Vous avez raison, c'est un défi important. Déjà, par exemple, sur l'île de l'Été, les gens qui y vivent doivent savoir désormais qu'ils relèvent du territoire nigérien et les 9 autres qui nous sont attribués également, les faire venir chez nous. Vous avez dû noter que le Conseil des ministres a décidé d'engager des travaux pour des réalisations dans ces zones et de façon générale autour des zones frontalières. Donc, ce qui doit suivre comme acte, une fois que la matérialisation est faite de ce que ces îles intègrent le territoire national, ce qui doit être fait de façon responsable par l'État, le gouvernement va l'engager. Et d'ailleurs, le Conseil des ministres a demandé que soit engagée de façon plus globale encore l'approche que nous avons de la gestion de nos espaces frontaliers. Est-ce qu'on ne va pas aboutir demain à donner plus de moyens à l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers? Est-ce qu'il y a des priorités qui doivent être identifiées de façon toute particulière encore afin que la présence de notre État dans les espaces frontaliers soit manifeste, que les populations qui y vivent aient de bonnes raisons de développer et de nourrir le sentiment d'appartenir à notre État parce que, de façon concrète, on leur apporte les réponses à leurs problèmes. Donc, les besoins sociaux qui doivent être satisfaits par l'État, la mise à disposition des écoles, des centres de santé, des marchés, des infrastructures d'eau, d'électricité, tout cela rentre dans la dynamique que nous enclenchons afin que de façon concrète, ça se constate sur le terrain que notre pays est bien présent. Et puis, tout à l'heure, j'ai évoqué la charge symbolique de l'île de l'Été. On peut aussi penser à la dimension touristique. Mais là, je vous dirais que les îles en général, sont autant d'attraits touristiques. Donc, si nous en avons perdu une et gagné 9 autres, je crois que nous gagnons autant aussi d'attraits touristiques et de potentialités économiques, sans aucun doute. Voilà, en parlant des frontières plus globalement, est-ce que les enjeux sécuritaires du moment ne rendent pas plus urgent ce processus que vous décrivez de matérialisation de frontières, d'occupation tout simplement, en tout cas, de présence d'un peu plus d'État à ces frontières-là, et pas que là où, on va dire, en grippe, ça chauffe, mais que de façon globale, que l'État puisse reprendre en main toutes ces frontières où on peut observer quelques désirances parfois. Je ne vous le fais pas dire, monsieur Noumon. Ça veut dire que nous sommes en phase. Voilà, en parlant de sécurité, on a vu fleurir ces derniers jours sur la toile les images du nouveau camp militaire à Lada. Est-ce que vous confirmez ces images qui ont été diffusées sur la toile? Est-ce que ça veut dire que le projet de déménagement du camp militaire, le camp Guézo, est déjà avancé? Où est-ce qu'on en est exactement par rapport à cette actualité-là? Ben, je confirme ces images. Je confirme aussi que le camp d'Alada est achevé, complètement achevé, répondant aux normes de modernité et d'efficacité requises pour une infrastructure de cette nature. Je confirme aussi que, donc, à terme, le déménagement envisagé des unités du camp Guézo vers Alada va devenir une réalité. Et puis, je puis vous dire qu'il va y avoir dans les prochains jours une certaine activité sur le site qui vous permettrait de voir davantage dans toute son envergure de quoi il est question. C'est une infrastructure moderne et j'ai vu, vous avez évoqué tout à l'heure, la circulation des images sur les réseaux sociaux. Bien sûr. J'ai vu des commentaires qui se demandaient si c'est vraiment au Bénin qu'on a une telle infrastructure, que c'est plutôt dans les grands pays, griffes, qu'on a l'habitude de voir ça. Oui, c'est au Bénin parce que le président Talon et son gouvernement rêvent grand, rêvent beau pour notre pays et considèrent que nous avons également droit au meilleur. C'est pour ça que les efforts ont été faits pour la réalisation de cette
davantage de commodité, davantage d'efficacité à nos unités opérationnelles, aussi bien dans leur formation que dans leur gestion du quotidien, et le tout pour impulser une nouvelle dynamique là aussi, afin que nous ayons toujours plus de résultats dans tout ce que nous faisons et particulièrement dans ce secteur. Voilà, Ricardo Pécou, nous sommes au bout de cette séance avec le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, que nous allons remercier. Et qui va conclure. Non, juste vous remercier et aussi pour l'occasion que vous nous donnez chaque fois de faire un peu de pédagogie autour de nos décisions afin d'élever le niveau de compréhension de nos concitoyens. Merci. Merci Ricardo Pécou, merci Wilfried Léon Ngbeji, merci à vous tous et toutes qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres développements.